Internet, Ils vont comme ça d'abord. l'écran pour les Voilà. D'accord. Donc, je me présente, donc, je suis Gaël Lopez, je suis secrétaire leader chez IBM Consulting. Pour parler un peu plus fort, donc, je suis responsable de plusieurs engagements techniques, quel que soit le sujet de sécurité, pour IBM Security Services, chez IBM Consulting. Et l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de faire, au travers d'Xforce, vous présenter qui est Xforce, ce qu'est Xforce, et un petit tour du panorama du paysage des menaces, qui vient quelque part des travaux de la recherche de Xforce. Et il continuera bien sûr essentiellement sur comment Xforce est structuré pour, de façon très combattre la menace. Leur objectif, c'est combattre la menace, l'anticiper, vous accompagner nos clients à mieux réagir et à mieux se défendre. Donc, un peu quelques éléments de contexte. Donc, alors, c'est pas un scoop, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine qui se passe dans la presse, dans les journaux spécialisés, les journaux nationaux, qui relatent les nouvelles rencontres. Excuse-moi, il y a un micro ouvert, ça. Et regardez dans la liste des participants, il y a un micro ouvert. C'est pas qui? Tu dois. Ça fait écho? Ah, non, moi, j'ai pas de micro, moi. ouais, c'est bon. C'est bon. J'ai eu peur. Donc, juste un petit focus sur dans ce paysage. Il y a toute la presse, et on a tous les jours des attaques de type ransomware, des vols, des problèmes avec les RGPD, des attaques de tout type d'entreprise. C'est-à-dire toutes les entreprises, tous les secteurs sont concernés, que ce soit les institutions, regarde, nos hôpitaux sont constamment font l'objet d'attaques par ransomware. Les entreprises manufacturières, les industries également. Il y a des attaques très célèbres, notamment, je me rappelle une qui avait travaillé avec les sociétés coloniales, Pipeline. C'était une entreprise, tout son système de production s'est arrêté par une attaque ransomware pendant des semaines. Il faut imaginer ce que ça représente pour une entreprise dont l'objet, quelque part, sa vie, elle est liée à son outil de production. Et quand il s'arrête, c'est une question de vie ou de mort. Donc c'est juste en introduction pour dire que ce n'est pas un mythe. On est tous confrontés, quelles que soient les entreprises. Et c'est toujours une problématique d'argent. Aujourd'hui, on monétise sur les travaux de la Xforce et des travaux de nos chercheurs en consulting à peu près le coût moyen d'une brèche informatique, c'est à peu près 4,5 millions de dollars. Ça représente pas mal d'argent quand même, ça varie selon les types d'attaques et le type d'entreprise. Mais ça met bien en évidence que de toute façon, tout le monde va être confronté tôt ou tard à une attaque informatique. Vous l'avez déjà été, vous le serez peut-être encore, et certainement. Toute l'idée, c'est quand même de se préparer le plus en amont. Et il y a des statistiques qui sont intéressantes, c'est-à-dire que pour découvrir une brèche, en moyenne, et encore constaté, on va voir que pour les ransomware, c'est encore différent, mais il se passe énormément de mois avant qu'on s'aperçoive qu'on s'est fait compromettre et qu'on s'est fait exfiltrer des anneaux. En moyenne, 9 mois. Donc plus ça dure, plus ça coûte, et plus ça pénale. Et souvent, ce n'est pas tout le temps nous qui les découvrons. C'est souvent, ça peut être des partenaires, c'est-à-dire que vous avertissent. J'ai vu parce que je fais mes recherches moi aussi, que mes données sont sur le dark web, par exemple, ou même maintenant les hackers, pour mettre de la pression sur ceux qui ont volé, ils appellent, je dirais, les personnes à qui qui sont dans les données pour dire j'ai vos données, mais je les ai piquées là. Et donc, c'est pour mettre une pression additionnelle encore sur ceux qui vont attaquer pour leur dire donnez-moi la monnaie de mon intrusion. Voilà. Et plus ça vient tard, plus c'est les autres qui attaquent, qui informent, et plus ça coûte cher. Alors, juste un petit focus par rapport au paysage sur les secteurs industriels qui sont les plus attaqués, c'est juste un historique. Auparavant, encore, il y a 5 ans, 4-5 ans, c'était toujours le secteur assurance, le secteur finance qui était très attaqué. Maintenant, ça s'inverse. C'est depuis 2 ans, c'est le secteur manufacturier, donc les industries. Alors ça s'explique, il y a 2 choses. Après, je vous donnerai quelques chiffres sur l'aspect, qu'est-ce qui se cache derrière les cyberattaques en termes de volume financier, c'est assez colossal. Mais le secteur manufacturier, c'est le secteur qui est le plus sensible à l'interruption de service de son outil de production. La tolérance est à 0. Donc ce sont les plus aptes à payer finalement. Donc c'est pour ça que les cybercriminels, maintenant, ils axent beaucoup leur effort à développer toutes les techniques d'attaque sur ce secteur-là. Parce que d'une part, il s'ouvre de plus en plus, c'est avec l'hybridation des systèmes d'information, la transformation digitale, les industries maintenant s'ouvrent de plus en plus, donc s'exposent de plus en plus.
Ils n'ont souvent pas le même niveau de maturité que les banques assurances qui, depuis très longtemps, ont durci leur système et durci les moyens de réagir. Il y a encore un petit décalage qui fait que il y a un boulevard aujourd'hui depuis 2 ans pour le secteur, et puis également le secteur industriel, tout le secteur outil qui est fortement attaqué aussi. Avec des outils qui sont spécialisés, on voit bien la géopolitique intervient aussi, c'est-à-dire qu'on voit bien en Ukraine, la guerre russe-Ukraine a bien mis en évidence qu'il y a des nouveaux malwares qui ont été développés pour éteindre les centrales électriques. L'Ukraine s'est fait attaquer en 2022 avec un malware qui s'appelle Destroyer 2 et qui a été spécialement conçu pour les entreprises ukrainiennes qui construisent, enfin, qui font de l'énergie, pour les attaquer et faire un shutdown de ces énergies. Donc, pas tout le monde, dans tous les secteurs. Ensuite, ce que l'on peut dire par rapport les attaques les plus importantes qui ont été constatées par la X-Force, d'une part, c'est l'extorsion. C'est la motivation première en termes d'impact sur les scènes par rapport aux entreprises, c'est l'extorsion. D'ailleurs, c'est sous la monnaie qu'il y a derrière. Le deuxième, c'est le vol de données. C'est-à-dire également l'impact, le deuxième impact par rapport à une intrusion, c'est toute l'exfiltration que font les hackers des systèmes d'information des entreprises. Parce que ça se monétise, c'est-à-dire qu'au-delà, bien sûr, il y a la rançon, c'est-à-dire qu'ils disent, on veut de l'argent parce qu'on a toutes vos bases de données, on a la liste de vos clients, on a la liste de vos utilisateurs, on a vos données sensibles en termes d'assets, en termes de capital intellectuel, mais c'est également des choses qui se monétisent sur le dark web. Le dark web, il y a tous les outils de hacking qui se monétisent. Donc les ransomware, maintenant, ça se transforme en ransomware as a service. Donc, il y a une véritable industrie du crime qui se structure autour de la production de malware, qui sont très spécialisés. On va en parler dans le slide d'après. Mais ça signifie que les outils de hacking, d'attaque se monétisent sur le dark web. Les données qui sont volées se monétisent sur le dark web aussi. Une donnée, je dirais, les crédits cartes, ça se monétise à peu près $10 sur le dark web. Plus on en pique, plus ça se monétise sur le dark web. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est vol de credential, puisque ça, c'est également un des moyens pour pouvoir pénétrer les systèmes. Il y a également un focus sur le fait de récupérer le plus possible les identifiants qui sont critiques pour l'entreprise, donc les comptes admin, les comptes d'accès au système, les comptes VPN, pour pouvoir entrer de façon plus insidieuse dans les systèmes plutôt que de faire du brute force et de casser les systèmes, parce que là, maintenant, ça commence à se voir, parce que c'est quand même de plus en plus monitoré. Et bien évidemment, dans l'extension, on retrouve toujours maintenant le secteur manufacturier qui est vraiment qui est sous les phares de tous les cybercriminels. Alors, par rapport à, je dirais, les top initial asset vector, ça, ce schéma-là, qu'est-ce qu'il signifie? Ça illustre tout simplement quelles sont, je dirais, les attaques les plus importantes qui ont le plus d'attention pour les hackers. C'est-à-dire pour rentrer dans les systèmes, pour rentrer dans votre système d'information. On retrouve, si on combine tout ce qui est phishing, c'est ce qui arrive en premier. C'est-à-dire que le premier vecteur d'attaque d'intrusion dans un système d'information, c'est toujours l'humain. Ça restera toujours le premier point faible d'une entreprise, malheureusement. Et c'est par les attaques de phishing, parce que, problème je dirais, d'éducation ou de sensibilisation, il clique toujours, beaucoup d'employés cliquent sur les liens, veulent exécuter les pièces jointes qui sont attaquées. Donc c'est pour ça que les hackers, ils focalisent dans la structuration de leur technique d'attaque beaucoup sur le phishing, parce que ça marche très bien. Le deuxième, c'est tout ce qui est en premier, mais hors combinaison de phishing, c'est tout ce qui est exploitation de tout ce qui est posé sur Internet. Donc ça montre bien quand même qu'il y a comme beaucoup de travail sur le durcissement des accès aux applications qui sont frontales à Internet. Il y a encore beaucoup de faiblesses, beaucoup de vulnérabilités qui restent ouvertes, soit parce qu'il y a des vraies failles de sécurité, au sens applicatif du terme, un serveur Apache qui n'est pas bien patché, qui est vulnérable à une attaque, cross-site scripting ou alors PHP SQL injection. Donc ça marche, mais également par une mauvaise configuration. Pas plus tard que ce matin, vous n'avez peut-être pas vu dans la presse, mais Microsoft s'est fait hacker. 38 teraoctets à part des chercheurs de l'IA. Tout ça parce qu'ils ont utilisé un compte mal configuré et il a exposé tout le storage, au lieu de partager le fichier avec Internet, il a exposé de façon publique tout le stockage de la recherche de l'IA.
de ce chercheur-là, avec même des données assez sensibles, en visibilité de tout le monde. Donc ça arrive au plus grand aussi. Et c'est pas une question de vulnérabilité, c'est également un problème de mauvaise configuration. Les gens veulent aller vite, ils maîtrisent moins les outils, c'est vrai, du cloud. Hein. Lorsqu'on dispose maintenant des nouveaux services sur le cloud, la configuration des paramètres de sécurité, c'est pas forcément simple à gérer. C'est un nouveau paradigme. Donc ça demande des expertises et des compétences pour pouvoir bien durcir tous ces systèmes qui sont exposés sur Internet. Ensuite, là, ça c'est le top action et objectif. Ça, ce slide, ça illustre par rapport aux travaux de la X-Force, ça illustre bien, finalement, quelles sont les techniques d'attaque qui sont les plus utilisées, qu'est-ce qu'ils construisent le plus au niveau des hackers. On voit bien, en premier, c'est les backdoors. Malware backdoor, c'est vraiment tout le dispositif d'attaque pour rentrer dans les systèmes. Et là, ça se spécialise. Tout à l'heure, je parlais de spécialisation de la cybercriminalité. On est dans la spécialisation. Maintenant, il y a des groupes de hackers qui se spécialisent dans la construction des backdoors. Ils ne vont pas faire du ransomware. Eux, ils sont spécialisés pour construire toutes les techniques pour compromettre le système, rentrer dans le système et s'installer dans le système de façon dormante. Et après, il va vendre ça sur le dark web. Ça se vend, ça peut jusqu'à 50 000 $, mais en moyenne, c'est quelques milliers de dollars le kit backdoor pour pouvoir s'installer dans l'entreprise. Et ils vendent, dit, moi je suis là, je te le vends 5 000 $. Et puis ceux qui veulent finalement rentrer dedans pour aller fouiller, regarder comment je peux exfiltrer la donnée, installer un ransomware pour en passer une deuxième couche, et ben après, eux, ils se spécialisent sur le ransomware ou sur les déplacements latéraux. Donc il y a un véritable écosystème d'entreprise qui s'est construit dans le dark web, dans le travail de la XOR, une spécialisation, comme chacun son métier. Moi, je fabrique des backdoors, moi, je fabrique du ransomware, moi, je fabrique des kits pour faire un déplacement latéral. Et tout ce monde-là travaille en business intelligence et font de l'argent. Mais in fine, derrière, celui qui paye, c'est toujours le client, celui qui se fait mentionner. Excuse-moi, je suis derrière ton dos. Donc, alors, un petit slide, je vais vous demander, ça passe comment quelque part, c'est l'anatomie d'une attaque. Ça, c'est issu des travaux de la XOR, parce qu'eux, ils font beaucoup de reverse engineering et d'analyse post-mortem sur tous les incidents de sécurité, ils décortiquent avec les clients. Et ça se ressemble assez, c'est-à-dire évidemment, il y a beaucoup de variantes selon les systèmes d'information, mais ça, c'est, je dirais, une anatomie type de la propagation d'un ransomware. Bon, ça se passe toujours par un accès initial, phishing attack, ou alors compromission d'un service exposé sur Internet, qui va lui permettre d'installer une persistance. Donc c'est en gros, j'ai exploité une vulnérabilité, donc, ou alors j'ai fait une attaque par phishing, j'ai cliqué sur le lien, j'exploite une vulnérabilité, je dirais, de mon browser qui permet de downloader un JavaScript qui va s'exécuter et qui va installer une persistance sur mon poste de travail. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est le travail du backdoor. J'installe un RAT, Root Access Trojan, qui permet finalement de créer la persistance sur le code. Il faut vraiment créer la persistance parce que sinon, dès qu'il éteint, c'est fini. Donc, le premier objectif, c'est de trouver le point d'entrée, donc c'est l'humain phishing, ou alors c'est l'exploitation de vulnérabilité. Deuxièmement, je m'installe sur le poste en installant un service, ça peut être un service Windows, ou alors ça peut être un outil spécifique qui s'est installé, mais quelqu'un, des fois, pour avoir les droits administrateurs. Donc, ils ont des moyens de faire interagir l'utilisateur de façon très anonyme, autant qu'il faut. Ils ont un keylogger qui va, je veux dire, récupérer les identifiants qu'il tape sur le poste de travail, ce qui lui permet quelque part derrière de pouvoir installer son outil avec les droits finalement de l'administrateur ou du système local qu'il a récupéré. Et ça, cette persistance, ça va lui permettre d'établir, je dirais, une connexion dans un contrôle avec le hacker qui est à l'autre bout de la planète. Généralement, bon, il va être en Chine, ceux qui se trouvent en Iran ou qui se trouvent en Russie, c'est beaucoup de géopolitique. Donc, ils sont beaucoup plus dans l'attaque destructive ou dans l'espionnage. Les Iraniens, ils sont plus dans l'espionnage. En ce moment, les Russes sont plutôt avec l'activiste, le groupe acteur, c'est Killnet, qui essaie de détruire les Japonais, les USA, encore des attaques des DOS en Angola. Donc, eux, par contre, les autres, ceux qui sont en Chine, eux qui veulent faire de la monnaie, eux, ils ont besoin finalement de prendre le contrôle sur le poste. Donc, au travers de ce RAT, il y a une connexion qui est établie avec le contrôle qui lui permet de downloader
finalement, cette fois-ci, maintenant, le deuxième étage de la fusée en termes de malware, parce que c'est un autre type de malware, c'est pour faire des déplacements latéraux. À un moment donné, c'est quand vous avez pris la main sur un poste utilisateur, c'est pas là que c'est intéressant, c'est pas les buts, vous n'avez pas la monnaie. En gros, vous lui mettez un receveur sur son poste, bon, eh ben, le DSI va dire, bah, ok, bah, on change ton poste, on le formate, et puis tant pis pour tes données. L'idée, vraiment, c'est pas le point d'entrée. Ce qu'il faut, c'est aller chercher les joyaux de la couronne, et les joyaux de la couronne, il faut bien faire du déplacement latéral. Et là, deuxième étage, ils installent des rootkits beaucoup plus sophistiqués, tels que il y a des exploits pour pouvoir faire quelque part de la reconnaissance de des vulnérabilités de l'écosystème. Il y a du Mimikatz également pour pouvoir, lorsqu'on est sur un système Windows, dumper les mémoires, récupérer les mots de passe des administrateurs. Donc, toute l'idée vraiment, c'est d'établir une connexion avec les rootkits interactive sur le système pour qu'ils puissent à peine naviguer. Pour récupérer les credentials, se déplacer de façon locale, reconnaître où sont les serveurs Windows, où sont les Active Directory, parce que c'est là, finalement, qu'on va pouvoir faire le plus de détails. Une fois qu'ils ont récupéré toutes ces informations, avant de passer à ransomware, maintenant, au départ, en 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez de WannaCry, ça a fait quand même le buzz énormément, c'est-à-dire un virus qui cryptait toutes les données, ça cryptait, et puis ça affichait sur l'écran, j'ai crypté, il faut que tu payes. Mais maintenant, après, il dit, mais comment tu peux le prouver? Ce que tu as crypté, c'est valorisable. Donc, ils perdaient beaucoup de temps à essayer de justifier, etc. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils piquent, d'accord? Et puis après, dès qu'ils ont installé leur ransomware, ils disent, voilà ce qu'on a. Comme ça, il n'y a pas de débat. Donc, ils infiltrent avec les outils qu'ils ont pu télécharger, comme CP, RCA, etc. Il y a d'autres outils qu'ils utilisent. Et une fois qu'ils ont fait l'exfiltration, il faut qu'ils puissent stager le ransomware quelque part. Et pour stager le ransomware, il faut le stager sur les serveurs qui sont critiques ou alors de façon massive sur les postes de travail. La meilleure façon, c'est de taper l'Active Directory. Parce que c'est là, finalement, où on peut déployer par policy les ransomware qui s'exécutent, qui s'installent et qui ajoutent. Donc voilà, donc ça, c'est la cinématique classique, je dirais, qu'utilisent les hackers pour pouvoir déployer les ransomware. Ce qui est intéressant depuis 2021, c'est avant ce scénario-là, de façon, dans le temps, ça mettait 2 mois. Donc 2 mois, on peut s'apercevoir de choses. Maintenant, ils sont devenus tellement spécialisés, tellement bons, ça dure moins de 4 jours. Moins de 4 jours, faut aller vite. C'est-à-dire que quand on commence à péter au niveau des ransomware, il faut avoir des procédures qui soient béton pour pouvoir créer, pour circonscrire l'attaque, isoler les postes infectés et puis restaurer. Parce que plus on attend, plus ça se propage. Et puis après, on fait notre travail, donc il y aura la rançon, etc. Ça, c'est un scénario classique, je dirais. Et, après, selon les variantes, parce que ça, c'est très orienté Windows, bien évidemment, il y a d'autres techniques, mais la cinématique est toujours la même dans un contexte Linux. Et puis, pour faire la liaison par rapport à votre question sur ransomware et Kubernetes, effectivement, le point, c'est il faut avoir une approche architecturale. Il y a différentes dimensions. C'est-à-dire que c'est la cyberrésilience dans l'entreprise. Comment j'arrive à circonscrire une attaque ransomware, c'est pour empêcher que ça se passe. Et si ça se passe, pour empêcher que ça se propage. Donc oui. Et puis si ça se propage, il faut avoir les backups qui soient sécurisés. Donc avec du RDAP, des choses comme ça. Mais après, ça veut dire que c'est à l'ensemble de la chaîne de liaison qu'il faut opérationnaliser le moyen de bloquer une attaque diffamatoire. Donc sur tous les postes de travail, il faut déployer de l'EDR et de l'EPP. Donc c'est un outil très spécialisé qui va analyser le comportement du poste de travail et toute déviation par rapport au comportement global normal, il va le bloquer selon sa propre threat intelligence. Et après, c'est tout le monde n'a pas les outils qui vont bien, vous avez des outils qui vont. Samira vous en parlera, des outils Reacta, où il y a un très bon radar qui est capable de bloquer. Après, quand on parle d'un niveau il y a tous ces mécanismes pour pouvoir faire quitter je dirais, quand il y a vraiment mettre du multifactor authentication, ça c'est essentiel également pour pouvoir durcir et compliquer la tâche des hackers pour pouvoir appliquer les mots de passe et les credentials. Mais si ça se passe, il faut segmenter, il faut faire de la micro-segmentation pour empêcher que ça puisse se propager. Et puis, quand je parlais de DR, c'est également sur les serveurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Maintenant, au niveau d'un AS400,
je ne sais pas s'il y a des EDR qui sont, je ne pense pas que ce soit développé aujourd'hui, ça se fait beaucoup sur les... Ils commencent à le faire sur tout ce qui est Unix, tout ce qui est container, les nouvelles technologies. Je veux dire qu'ils sont cloudifiés par exemple, mais alors la S400, je ne sais pas. Puis après, là, on finit par avoir tout ce qui est backup, résilience, une stratégie. Stabilisation backup. Ouais. Donc, les conseils de la force, à l'issue de tout ça, ce qu'il vous conseille, c'est manager asset, c'est-à-dire il faut les connaître, il faut savoir où ils sont, et il faut connaître son niveau d'exposition. Et quand on connaît son niveau d'exposition, il faut connaître son niveau de vulnérabilité. Si on ne connaît pas son niveau de vulnérabilité, on ne se fait pas d'état sensible. Si on sait qu'on est rouge en termes d'exposition, on va être beaucoup plus prudent dans le monitoring de ce qui se passe dans le système d'information. Le deuxième, il faut connaître son adversaire et actionner l'intelligence. C'est-à-dire qu'on va en parler tout à l'heure, il faut savoir qui s'intéresse à vous. Donc, il faut savoir connaître les techniques d'attaque des hackers par rapport à votre système d'information, par rapport à votre écosystème. Aujourd'hui, on a assez développé ce qu'on appelle le framework Mitrattack qui détaille toutes les techniques et tactiques qui permettent de compromettre un système d'information. Donc c'est important, alors après ça dépend du niveau de maturité de chacune des entreprises, mais d'opérationnaliser généralement au niveau des CCR de l'intelligence pour savoir qui veut s'attaquer à nous, quelles sont les tendances des menaces, en quoi je suis vulnérable et par rapport à quelle technique, pour que je puisse durcir et puis verrouiller là où ça doit être verrouillé. Il faut manager sa visibilité en tirant profit de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est-à-dire qu'il faut superviser ce qui se passe sur son système d'information. Il faut aller vite. Alors, on dit tout à l'heure, 4 jours pour qu'une intervention vers ce dépôt, ça peut faire des cartons. Donc, il faut tirer profit de tous les dispositifs de détection, donc de l'EDR, les CN Next Génération, de l'XEDR, avec de l'analytique embarquée pour qu'ils puissent prendre de l'information de satellite de part et d'autre, comprendre ce qui se passe dans le système d'information afin de détecter tous les comportements alarmants. Et puis de réagir avec l'automatisation. Parce que l'humain, c'est important. Quand l'humain fait l'investigation au travers des services SOC, on en délivre, on sait que ça prend un certain temps, selon la sophistication des attaques. Donc il faut l'aider, le SOC analyst. Il faut l'aider avec du machine learning, il faut l'aider avec de la consolidation d'informations qui lui dit, dans le scénario d'attaque, on est là, on est au niveau de la reconnaissance, on est au niveau de la compromission des canaux faibles, ou on est au niveau de l'exfiltration des données, pour qu'il puisse prendre les bonnes mesures tout de suite et automatiser le fait de circonscrire l'attaque. Ce qui se fait beaucoup, c'est que lorsqu'un EDR peut détecter un comportement anormal, mais qui va avérer, qui va bloquer, on peut tout à fait automatiser la mise en quarantaine de ce poste de travail parce que c'est suspect et c'est suffisamment grave pour l'isoler. Bon, ça va pas faire plaisir à l'utilisateur, mais vaut mieux faire un mécontent que de gérer une crise derrière. Derrière, il faut challenger ces hypothèses. Quand on dit challenger ces hypothèses, il faut se tester. Il faut se tester. Éprouver son système d'information. Il faut le tester. En gros, il faut le pen tester. Il faut éprouver ses défenses. Il faut éprouver ses capacités à réagir. Donc, il faut être préparé. Et quand on dit préparé, je dirais que ce n'est pas l'une des étapes les plus importantes. Mais lorsqu'on subit une crise, il faut que l'organisation soit alignée pour pouvoir traiter la crise. C'est-à-dire que chacun sache ce qu'il doit faire au niveau de COMEX. C'est-à-dire, généralement, quand on est précis dans le petit ransomware, il y a toute l'organisation qui est sur le pont. Et tout le monde doit savoir ce qu'il a à faire. Et quand il y a des rançons, la DRH est impliquée, le juridique est impliqué, parce qu'il y a des médias, ils vous appellent, ils disent qu'est-ce qui se passe, typiquement Microsoft, ce matin, je suis sûr que tout le monde est sur le pont à cause de cette brèche qui est publique et exposée au vu de tout le monde. Donc voilà, il faut tester son environnement, il faut le préparer. Et alors, juste avant de rentrer dans l'histoire, je voulais juste faire un petit scène parce que demain, c'est quoi nos enjeux également? Le travail de l'Export, c'est s'occuper de ce qui se passe aujourd'hui, d'aider nos clients à combattre la menace, mais c'est également d'anticiper. Et par rapport à Generative AI, va se poser d'autres problèmes, maintenant. C'est-à-dire, les hackers ne sont pas plus malins, ils sont aussi malins que les autres, c'est que les gens vont générer, ils vont utiliser, ils vont exploiter la Generative AI pour être vecteur de production de malveillance. Et c'est vachement plus rapide de produire du code malveillant avec un chat GPT que de le faire selon ses propres connaissances. Parce que
L'idée, quand même, hein, c'est de consolider les informations qui sont produites par énormément de gens, c'est ce que fait des matériels dans un nouveau modèle, et de produire une information qui soit structurée et valorisable. Et c'est ce que commencent à faire je dirais, les hackers. Ils s'intéressent à ChatGPT et toute la suite générative AI, justement pour imaginer comment est-ce que je vais pouvoir produire du code malveillant encore plus performant. Et puis également l'utiliser pour faire générer du mass phishing campaign, des campagnes massives. Et la deuxième chose également, c'est pour attaquer, c'est utiliser l'AI à des fins de social engineering, par exemple, ou de vol des données, parce que quelque part, on met là-dedans tout un tas d'informations que l'on ne maîtrise pas forcément. Il peut y avoir des informations très sensibles. Et ça va être un deuxième challenge également, c'est comment est-ce qu'on arrive à contrôler les biais du générateur pour empêcher que justement les hackers fassent du social engineering avec ça, c'est-à-dire s'ils soient capables de dire moi je recherche tel profil, tel type d'entreprise, quelle technique d'attaque, etc. Et bien quel est le meilleur profil, quelle personne je peux cibler, et pour construire un profil de personne attaquante qui soit vachement précis. Donc ça, ils sont en train de travailler là-dessus, pour dire ok, ça va être quoi nos enjeux demain par rapport à générative AI et comment on va pouvoir aider nos clients à construire des produits et puis des services pour essayer de durcir. C'est un challenge qui va être pas simple. Ça me fait penser également au quantum, l'arrivée du quantum. Donc nous, on est une équipe de chercheurs Azure spécialisée dans la sécurité quantum. C'est pas tant la technologie quantum qui est problématique, c'est justement l'utilisation qu'on peut en faire par rapport au déchiffrement des clés. Et c'est vraiment tout l'enjeu là. Au lieu de pas aujourd'hui, toutes les clés de chiffrement qui sont produites, il faut mettre des mois, voire des années pour pouvoir les traquer. Avec Quantum, ça va prendre des jours. Donc le paradigme est différent. Maintenant, se pose le problème par rapport aux entreprises, c'est que si on se fait voler ces données, et on se fait voler des données avec des clés de chiffrement qu'on ne peut pas déchiffrer, et ben, la façon de pouvoir déchiffrer les données avec Quantum, ça va devenir possible. Parce qu'ils ont des algorithmes qui vont permettre de façon aléatoire, tester tous les scénarios pour pouvoir craquer la clé et pour pouvoir ensuite lire les données qui ont été données. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Alors, maintenant, je ne sais pas quelle heure il est, c'est 15 heures, je vais en prendre une heure, c'est bien, une heure. Donc, je vais vous parler un peu de nous et de Xforce. Alors, Xforce, c'est une organisation ultra spécialisée dans la gestion de la menace. Le rapport qui est fait, ça vient de je font ça tous les jours. Et cette équipe est intégrée dans l'organisation IBM Consulting Cyber Security Services. Donc, nous, on fait la sécurité de façon très très large. Ce n'est pas que simplement la question de la menace. On aide nos clients à protéger leur système d'information, faire la gestion de l'identité, la protection de la donnée, la protection des infrastructures, la sécurisation des clouds. On fait bien aussi bien du conseil, de l'intégration que du managed services. Et dans la dimension, je dirais, dans les différents piliers, il y a l'identity management, data protection, il y a tout un volant qui est threat management, dans lequel Xforce, complété par nos services SOC, parce qu'on a des fondamentaux également pour pouvoir opérer les dispositifs de détection et de protection de nos clients pour superviser ces alertes et ces contributions. Mais je vais surtout parler de Xforce, parce que c'est un des joyaux quand même de IBM ainsi que Consulting et d'IBM. Alors, de façon historique, Xforce, ça vient du rachat, peut-être pas connu, mais d'ISS qui a été fait en 2007. En 2007, ISS, c'était un éditeur de logiciels spécialisé dans la détection d'intrusion, avec des sources de détection d'intrusion, des protections par feu, et la recherche sur toutes les vulnérabilités. Donc, Xforce, c'était une équipe de chercheurs à la base qui faisait la veille fondamentale sur toutes les vulnérabilités, décortiquait les malwares, comprenait la façon de compromettre les systèmes et les applications afin de sortir des CVE et participer à la publication des vulnérabilités au niveau de la communauté. Ils font toujours un peu ça, mais ils ont développé trois forces avec des experts qui sont les top guns de la cybersécurité. Les équipes qui s'entraînent, eux, leur motif, c'est de tester les systèmes d'information et essayer de les compromettre. Ce sont tous des hackers. C'est-à-dire que ceux qui sont envoyés à l'équipe Xforce, ils ont le même set hackers, ce sont des ethical hackers, qu'on appelle. Xforce, eux, leur motif, c'est de démontrer qu'on peut compromettre les systèmes d'information de nos clients, et d'identifier les vulnérabilités et les accompagner sur ces vulnérabilités.
L'équipe X Incident Response, eux, le leitmotiv, c'est vraiment de vous accompagner dans toute les sécurités. Donc en gros, vous faites compromettre, ils sont là pour justement vous accompagner dans la crise cyber. Et c'est pas simple. Et donc il y a tout un tas de services qu'on avait détaillés sur la justification de la façon dont ils sont structurés. Et le dernier volet, ce sont des chercheurs qui produisent de la threat intelligence. Donc c'est eux qui produisent le rapport threat intelligence index, mais pas que. Ils développent également des produits qui sont utilisés ou je dirais, des informations qui sont consommées par les produits IM. Ils développent le portail X-Protection, notamment, tout ce qui est API. Et il y a tout un tas d'informations qu'ils travaillent autour des threat actors, le paysage des menaces, des rapports contextualisés par l'industrie. Alors, si on rentre un peu dans le détail, par rapport à l'X-Force Red VNS, alors Vulnerability Management et Attack Service Management, l'objectif de cette division-là, dans l'X-Force Red, c'est de vous accompagner, c'est pas tant de tester vos défenses, mais c'est d'identifier votre niveau d'exposition. C'est-à-dire, on est capable d'exploiter tout type d'outils qui sont capables d'identifier vos vulnérabilités. Ça part du Qualys, vous les connaissez, Qualys, le Level, Rapid7, donc des scanners de vulnérabilité, que ce soit au niveau de l'infra ou au niveau du web. Maintenant, ils ont complété avec tout ce qui est attaque surface management, des outils tels que Randomy, chez IBM, qui permettent d'identifier les assets connus, non connus, et d'identifier la façon dont ça peut être exploité. Ceci afin de vous mettre en vigilance sur vous êtes exposé là, 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 il y a tel risque. Et puis, on peut vous accompagner dans l'organisation. J'ai mis sur ce graphe-là parce que souvent, beaucoup de clients sont inondés de vulnérabilités. Ils savent des fois pas comment les traiter parce que dans les nouvelles technologies telles que la containerisation serverless, donc c'est pas simple de remédier des vulnérabilités dans un contexte où il y a des dépendances d'image en image, des dépendances d'open source qui sont complexes à gérer. Cette équipe-là est spécialisée justement pour vous accompagner et faire le tri et vous aider à hiérarchiser, prioriser en fonction de l'exploitabilité de votre environnement. Est-ce qu'il y a des outils qui existent? Est-ce que c'est facilement exploitable? Ça permet de hiérarchiser, c'est pas parce qu'une je dirais, une vulnérabilité à un score CVSS de 8 que par rapport à votre contexte, il peut être à 8, peut-être qu'il peut être à 5 parce que c'est quasi pas exploitable. Mais il y en a une, par exemple, si elle est à 5, c'est médium, mais vous êtes facing Internet et c'est pas tout un peu, il y a un outil qui existe, il faut être sûr que ça peut arriver. Donc, il va vous hiérarchiser de façon différente. Et l'idée de ce certificat, c'est de vous aider à voir clair et de vous accompagner à la compréhension de comment patcher vos systèmes, comment remédier, comment circonscrire votre niveau d'exposition. Donc ça, c'est la première équipe de forfait. La deuxième équipe qui est focalisée sur le code source, c'est-à-dire, alors ce qu'avait dit, je sais pas ce qu'appelait la personne qui était avant, c'était Sean. Steve, oui. Il avait parlé de sécurisation des développement applicatif. C'est essentiel aujourd'hui. Quand on regarde dans une stratégie maintenant de sécurisation end-to-end, c'est l'information, la sécurisation de ce qui est produit en termes de code applicatif, c'est essentiel. Parce que déjà qu'il a savoir, on peut être sûr qu'on va avoir des problèmes plus tard. Donc cette équipe est spécialisée pour vous accompagner à mettre en place la façon de sécuriser au mieux ce qui est produit en termes de code applicatif. Donc avec du threat modeling, l'application aujourd'hui, c'est à la façon de modéliser mon application, je la design. Je veux avoir une parfaite compréhension des risques associés à mon application selon ses positions dans l'organisation. Et quelles sont les bonnes façons de coder, quelles sont les fonctions de sécurité que je dois coder par rapport à ce niveau de risque. Ensuite, ils ont une approche de testing, c'est un SAT, DAST. On va rajouter SCA. Là, une fois qu'il est produit, le code, ça faut le savoir au travers d'outils très spécialisés qui font la revue de code et qui sortent toutes les vulnérabilités de codage. Alors, avec le SCA, c'est pour vraiment vérifier les vulnérabilités des dépendances en production, parce que souvent, quand on produit un code, maintenant, on produit du code, et on intègre des livrets qui ne sont pas produits par nous. Ils dépendent de ceux qui ont produit la communauté open source et qui peuvent intégrer des vulnérabilités. Donc, c'est important également d'identifier ces vulnérabilités. Et puis, les tester de façon dynamique. Afin de sortir la régulation associée. Et puis, si jamais on ne peut pas les outiller, il faut être capable de faire de l'analyse de code à la main et se qualifier des unités de code. Bien. La troisième capacité d'X-Forfait, c'est pen testing. Là, pour le coup, c'est très focalisé sur je teste un périmètre bien défini ciblé par le client, je veux tester
mes applications, une application mobile sur mon téléphone, par exemple, je suis capable de tester l'application, la décortiquer, essayer de voir de quelle façon je peux rentrer et exploiter les vulnérabilités de cette application mobile, une application exposée sur Internet, les mainframes également, alors la S400 pourrait très bien faire l'objet également d'une campagne de test pour essayer d'identifier la façon d'exploiter des vulnérabilités et les portes d'entrée. Ils ont également des capacités de social engineering. Donc ça, c'est la phase en amont, c'est-à-dire travailler sur les réseaux sociaux, sur la façon, au travers d'attaques par phishing, est-ce que je peux obtenir de l'information, ou alors même aller, quand ils font des attaques physiques, ils vont sur les sites, des clés, traîner des clés utilisées, ils discutent avec le gardien pour voir s'ils ne peuvent pas rentrer dans le système, et puis voilà. Bref, ils ont des techniques. Ils sont capables de faire du test hardware. Donc ça, c'est très spécialisé. Les systèmes embarqués, par exemple, ils ont de telles capacités. En gros, ils sont capables de tout tester. Un système informatique dans son ensemble, aussi au niveau réseau, au niveau applicatif, mais ils sont capables de tester tout le hardware qui va bien, des systèmes embarqués dans les aéroports, dans les avions. Donc, ils ont une spécialité également très électronique pour vérifier au niveau des signaux, est-ce qu'on ne peut pas exploiter. Et c'est d'autant essentiel, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, quand on voit tous les véhicules connectés, je dirais, l'informatique embarquée dans notre quotidien et c'est essentiel également de pouvoir tester ça. Donc cette équipe-là, elle est également essentielle dans le fait d'évaluer en permanence notre niveau d'exposition. Et enfin, la dernière activité de cette équipe, c'est tout ce qui est adverse à la simulation. Donc on a parlé de ces deux aspects-là. Mais une autre spécialité, c'est de pouvoir travailler beaucoup plus en profondeur. La notion de corporate planning, c'est le fait de pouvoir élaborer un scénario d'attaque avec le client en disant ok, on va se mettre d'accord sur le fait qu'on va exécuter tel scénario d'attaque pour attaquer tel serveur pour récupérer telle donnée. Bon, on décortique tous les moyens d'attaque avec le client, on les exécute avec des équipes qu'on appelle Blue Team. Alors, Red Team, c'est ceux qui attaquent, Blue Team, c'est ceux qui défendent, en gros, c'est les sols. Donc, ils travaillent avec ces équipes-là, c'est sur objectif, et puis ils exécutent chaque attaque et ils voient comment ils réagissent. Est-ce que votre système d'information est capable de détecter? Est-ce que vous avez des sensors en place? Est-ce que vous avez des dispositifs de monitoring en place? Et est-ce que vous êtes capable de répondre? Parce que si ça se passe, est-ce que vous avez des équipes opérationnelles qui sont capables de prendre l'incident en charge? Le threat intelligence testing, c'est une autre façon de tester, mais c'est sur la base finalement de threat intelligence report, c'est-à-dire des TCP. Là, ils vont exploiter ce qu'ils produisent en termes de threat intelligence sur un rapport, par exemple, l'exploitation du virus du malware Linux, par exemple, par tel threat actor. Donc, il y a toutes les techniques qui sont détaillées. Ils vont dire, OK, ce client, typiquement, tel threat actor, il s'attaque à votre secteur d'industrie. Et on l'a observé, c'est tel type de virus qui est utilisé. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va décortiquer tout ce rapport, on va identifier toutes les techniques d'attaque et on va les exécuter chez vous pour voir si vous êtes résilient à l'attaque de ce threat actor-là. Donc c'est ça. Et le red teaming, alors la chose la plus large, en gros, ça dure des mois. Ça dure des mois. En gros, c'est le client qui dit je ne suis pas au courant, je vous donne un objectif. Vous avez ma base avec ma base client, bah, vous devez là récupérer toutes les données qu'il y a dedans. Et c'est ça leur objectif. Après, ça va prendre des semaines, des jours, mais ça prend surtout des mois. Et leur objectif, c'est qu'ils essaient de rentrer par tous les points possibles. Par l'utilisateur, ça peut être du physical access pour accéder au data center, ça peut être par le cloud, parce que maintenant tous hybrides. Donc voilà, donc leur objectif, c'est ça. Mais là, on arrive déjà à un niveau de maturité pour pouvoir engager ce type de test, c'est que, bon, on met sous pression. Donc ça, c'était X-Force Red. Maintenant, X-Force IR. D'accord? Donc, Incident Response. Il y a deux typologies de services. Il y a des services réactifs. En gros, c'est les capacités à vous accompagner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des experts de très très haut niveau pour vous aider à faire face à l'attaque. Il y a des clients, quand ils font l'objet d'une attaque, ils ne savent pas trop par quel bout prendre. C'est-à-dire, j'ai un système, j'ai des communications sortantes, je ne les maîtrise pas du tout, j'ai l'impression que mes données sont en train de fuiter, ou alors j'ai fait l'objet d'une attaque d'un ransomware. Qu'est-ce que je dois faire en premier lieu? C'est une online qui est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, on l'appelle. Il faut un peu de triage pour caractériser ce qu'il y a à faire, vous dire, OK, voilà les premiers gestes de secours. Vous êtes en état d'urgence, donc les premiers gestes de secours. Et puis après, ils interviennent. Ils interviennent pour vous aider à contenir l'attaque,
faire du reverse engineering du malware qui a été inventé, quand ça vient de nous, c'est-à-dire de qui est responsable, et puis vous aider dans la durée à restaurer vos systèmes qui ont été impactés. Donc vraiment, c'est une équipe, ça fonctionne sous forme de retainer avec 50 heures, 150 heures ou 250 heures. Mais quand on voit la peine d'une compromission, on est content de les avoir parce qu'eux, ils savent gérer une crise, ils savent vous aider à gérer opérationnellement ce qu'il y a à faire. Et pour compléter, ces experts-là, ils peuvent vous accompagner justement par des services proactifs. Parce que si vous n'êtes pas prêt, ils ont développé un certain nombre de capacités pour évaluer vos capacités à réagir, donc évaluer votre plan, votre programme d'incident response, évaluer par rapport à vos capacités à réagir à un ransomware, faire du policy management, vous aider à construire les plans. C'est-à-dire, si vous n'avez rien, eh ben, on va construire avec vous les plans de réponse. C'est-à-dire, qui fait quoi, quand, qui a la responsabilité de faire quoi en temps et en heure, et toutes les interactions entre les organisations opérationnelles. Ils sont également capables de vous tester. C'est-à-dire faire des cyber exercices, first responder training. Ça, c'est très demandé par les clients parce que souvent, first responder training, c'est les premiers gestes. Je fais le learning, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que j'arrive à je dirais, sécuriser les logs, surtout pas perdre les logs, parce que souvent, le premier geste, c'est j'éteins. Ah oui, quand on éteint, on perd des fois les traces et on n'est plus capable de comprendre ce qui s'est passé. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir les bons premiers gestes et donc, ils sont capables de vous accompagner là-dedans. Donc, ça, c'est tout ce qui est Xforce Incident Response. Et le dernier service, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence. Donc, alors, ils ont des services assez avancés sur tout ce qui est dark web analysis. Je vais parler du dark web, c'est vraiment la zone de pression où il se passe toute une malveillance, c'est là où les activistes agissent. Eux, ils ont un service pour pouvoir monitorer le dark web par rapport à votre environnement, c'est-à-dire faire des recherches de mots-clés sur vos entreprises, des fichiers qui sont sensibles, des credentials particuliers. Voilà, donc ils monitorent. Comment? Les patterns, ouais, la signature. Voilà, tout à fait. Vous donnez les informations que vous souhaitez voir monitorer, et ça scroll, et puis lorsque c'est identifié, ça met une alerte, et puis ça vous permet de vous arrêter de dire que tiens, j'ai telle donnée sensible, et sur le dark web, c'est pas normal. Donc ça veut dire que j'ai eu un problème. Ils font du malware reverse engineering, donc en gros, ce sont des experts du code, donc ils sont capables de déterminer votre fichier, il est compromis à tel niveau. Voilà, tout ce qui est content également, c'est. Alors, Advanced Protection Suite, bon, ça, on travaille en collaboration avec des IBM produits, parce que ça, c'est très important pour pouvoir être en capacité d'identifier et de bloquer une attaque sur la base d'indicateurs de compromission. Un indicateur de compromission, c'est un IP, c'est un nom de domaine, c'est une URL, c'est un hash qui est associé à une activité malveillante. Ça peut être un malware, comme ça peut être un réseau de botnet. Donc, c'est excessivement important de pouvoir alimenter ces systèmes de détection et de protection avec des sources de sécurisation telles que celle-là. C'est alimenté dans les systèmes, c'est alimenté dans les firewalls, dans les proxys. Comme ça, dès qu'il va arriver ça, il l'active tout de suite. Et ça veut dire que voilà, par rapport à ces informations stratégiques, vous êtes capable de bloquer en amont ce qui aurait pu se passer dans votre système d'information. Après, il fournit tout un tas de rapports sur la threat intelligence, sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais qui peut être également spécialisé par l'industrie. Voilà. Et puis, il développe également des produits, ou alors il s'associe avec des partenariats pour fournir des plateformes de threat intelligence. Il développe notamment l'API et le portail d'Xforce Exchange. Donc, Xforce Exchange est utilisé par les fournisseurs IBM justement pour partager de l'information threat intel. C'est là où on va avoir les indicateurs de compromission, mais également les rapports de vulnérabilité. Ils mettent tout dedans. Les nouveaux malwares, la façon dont ils fonctionnent, les indicateurs d'action ou de compromission associés. Voilà. Et puis il y a des plateformes de threat intel également qui sont capables de mettre à disposition pour opérationnaliser toutes ces activités dans vos entreprises. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais présenter. Je peux faire dans les temps, tu veux? Oui, super. Excellent. Est-ce que vous avez des questions par rapport à... On se sent quand même rassuré parce qu'on a l'impression que chez IBM, il y a des équipes compétentes qui sont là pour nous aider, soit en prévention, soit en cas de problème. Ouais. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On n'est pas obligé d'aller chercher des SOC externes
Ah, pardon. Et on peut aller chercher des SOC, peut-être chez IBM, qui connaissent peut-être un peu mieux les IBMI que les SOC, ne tournent pas la tête, que les SOC auxquels on pourrait faire appel et qui ignorent l'IBMI de... Voilà. Bien. Voilà. Bon, fallait tout ça, si vous avez Est-ce des questions. qu'il y en a qui utilisent des SOC externes? Oui, non, mais ok, même combat. Donc il y avait donc Rémi Borelli qui est parti aussi, qui utilise un SOC externe, qui est le même. Donc les SOC, on va dire, c'est des structures externes à l'entreprise qui vont gérer tous les événements de sécurité, qui vont détecter, on va dire, des incidents potentiels. On peut le qualifier comme ça. Mais après, ce que j'ai présenté est pas peut être en complément de ces tests. C'est-à-dire que ce que j'ai présenté là, ce sont des services qui complémentent les dispositifs SOC, dont la vocation, c'est de superviser ce qui se passe en temps réel dans le système d'information, au travers de règles de corrélation très spécialisées sur l'identification de comportements malveillants. Ça alerte un SOC analyse qui va faire un premier niveau de triage et d'analyse d'investigation pour qualifier un incident de sécurité, et après, on déroule un plan de réponse. Ce que j'ai présenté là, ça peut très bien se rajouter on top, c'est-à-dire vraiment en assurance de haut niveau d'un service SOC, parce qu'une fois que le service SOC, ça dépend de son niveau de délégation. Généralement, la réponse à un incident de sécurité est toujours de la responsabilité du client final. Ce n'est pas un SOC qui va se soustraire à la responsabilité, je dirais, d'un SOC pour traiter un incident. C'est toujours la responsabilité du système. Il faut qu'il soit accompagné, c'est-à-dire avec le niveau d'expertise qu'il a. Et puis en amont, il faut tester, hein, parce que ça, je pense que... Justement, donc on peut très bien envisager pour des sociétés qui ont des SOC externes et qui ne prendraient pas en compte l'IBMI, on peut très bien imaginer qu'il y aurait des services intéressants à aller piocher dans la X-Force. Regarde-moi quand je te parle, Alain. Voilà. Non, mais parce que c'est le cas de Richebourg, on peut citer l'entreprise, hein, qui font appel à un SOC externe, mais qui ne prend pas en compte l'IBMI. Donc 100% du chiffre d'affaires ou presque de Richebourg, qui se chiffre en milliards, passe par l'IBMI, mais l'IBMI n'est pas pris en compte dans le SOC. C'est-à-dire dans l'organisme qui va surveiller qu'il n'y a pas des incidents de sécurité. Voilà. Bon, mais grâce à Strict, bientôt, le SOC va intégrer les événements de l'IBMI. C'était très intéressant, enfin, pour moi.